Est-ce une bonne idée ou pas de booster la croissance à tout prix? On en parle avec vous, Patrick Artus, bonjour. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis, les Américains nous ont montré un petit peu le chemin, en appliquant cette théorie de la surchauffe. Pourquoi? Comment ça marche? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Oui, alors revenons sur ce que c'est que cette fameuse théorie de la surchauffe. C'est quelque chose qui est apparu déjà dans le vocabulaire des banques centrales. On pourrait d'ailleurs, je vais surtout parler des politiques monétaires, mais ça vaut aussi pour les politiques budgétaires. Au milieu des années 2010, quand Janet Yellen présidait la Réserve fédérale, elle avait commencé à avancer ça comme politique économique efficace aux États-Unis. C'est overheating, surchauffer l'économie. Alors, il faut se rappeler que traditionnellement, la politique monétaire est expansionniste dans les récessions et au début des périodes de croissance, et puis elle devient restrictive dans la seconde moitié des périodes de croissance. Parce que c'est la croissance amène de l'inflation. Et donc, voilà, le plein emploi, donc risque d'inflation, et puis ça ne sert plus à rien quand on est au plein emploi. Donc la politique monétaire est devenue plus restrictive à partir de 1998, à partir de 2004-2005. Et puis depuis la crise des subprimes, on a un changement complet de pratique des banques centrales, puisque la politique monétaire reste expansionniste. Quasiment tout le temps. Tout le temps. Alors, Et comment on en est arrivé là d'ailleurs? Alors, juste avant la Covid, juste pour illustrer, le taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux des Fed Funds, qui est le taux d'intérêt de la Réserve fédérale, était à 2,5, c'est-à-dire était encore extraordinairement bas, et dans la zone euro, il était à 0. Donc, alors l'idée est assez ingénieuse. Il y a beaucoup d'économistes qui avaient soutenu en Europe, par exemple, qu'il fallait que l'Europe s'inspire de cette politique américaine. L'idée, c'est de dire, si on maintient une politique de la demande, dont bien sûr une politique monétaire expansionniste dans la seconde partie des périodes de croissance, quand le taux d'intérêt est très bas, il y aura 3 effets très positifs qui vont apparaître. Le premier effet, c'est que les entreprises qui ont plein de demandes et qui ont du mal à recruter vont devoir embaucher des salariés peu qualifiés que normalement elles n'embaucheraient pas. Donc des gens qui sont éloignés du marché du travail, qui vont retrouver un job. Qui vont venir sur le marché du travail. Donc ce qu'on appelle le taux de participation, qui est la partie de la population en âge de travailler qui se présente pour avoir un travail, augmente. C'était très très clair aux États-Unis à partir de 2015. Ça a rompu la tendance précédente de baisse de la participation. Et aux États-Unis, ça s'est vu incroyablement sur le taux de chômage des Afro-Américains, des Noirs américains, qui est descendu à 5% juste avant la Covid, ce qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps. Donc c'est un effet très positif. C'est un effet très positif sur les inégalités. C'est ce que dit aujourd'hui Powell, et c'est ce que dit Christine Lagarde aussi. Un de nos travaux, un de nos objectifs, c'est de réduire les inégalités. Deuxième effet positif, comme les entreprises doivent produire plus et ont du mal quand même à recruter, elles deviennent plus efficaces. Donc elles font des gains de productivité plus rapides. Et ça s'est vu aussi très bien aux États-Unis. À partir de 2016, la productivité remonte d'1 point par an. Ça fait 1 point de croissance par an en plus. Et puis, troisième effet très positif qu'on a vu aux États-Unis, à partir de 2016, les salaires augmentent autant que la productivité. Donc, il y a le partage des revenus qui, depuis 30 ans, se déformait au détriment des salariés. Tout d'un coup, se stabilise et devient raisonnable. Donc, il n'y a que des effets positifs à vous écouter. Oui, alors, si on s'arrête là, alors c'est ce que disent certains de mes collègues ici en Europe, pourquoi on ne le fait pas, Alors, d'abord, la BCE commence à en parler aussi, donc on se pose la question. Alors, quel est le problème? Alors, c'est plus l'inflation. Sachant qu'on n'est pas au taux de chômage, optimal en Europe. Il y a de la marge. Oui, à l'époque, quand les Américains font ça. Oui, mais la question, c'est à quel moment on va arrêter. Est-ce que la BCE arrête aujourd'hui sa politique expansionniste en 2022-2023, ou est-ce qu'elle continue en 24, 25, 26, jusqu'à ce que le taux de chômage soit très très faible? Alors, ce qui rend ça possible, évidemment, c'est la disparition de l'inflation en fin de période de croissance. Parce que si l'inflation revenait vraiment, bien sûr, les banques centrales ne pourraient pas le faire. Donc il y a un côté permissif absolument nécessaire de cette disparition de l'inflation. Et puis le problème, c'est toujours le même, c'est que cette politique, elle a fait monter de façon gigantesque les prix des actifs, la valorisation des entreprises, les prix de l'immobilier les cours boursiers. Donc quand vous mettez des taux d'intérêt beaucoup plus bas que les taux de croissance dans une période de croissance forte... D'un côté, ça réduit les inégalités. C'est ça tout le débat aujourd'hui. Et même d'ailleurs les recherches... Sauf qu'on recrée des inégalités sur les patrimoines. Oui, c'est ça. Est-ce que les banques centrales commencent à accepter l'idée que cette politique est très bonne pour les inégalités de revenus et qu'elle crée des inégalités patrimoniales. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faut accepter des inégalités patrimoniales accrues
pour réduire les inégalités de revenus. Ouais. Un taux de chômage bas des minorités, comme on dit aux États-Unis, c'est extrêmement important. Hein, je veux dire, c'est vraiment un objectif. Mais ça se paye par l'explosion des prix de l'immobilier, la bulle sur les actions, la montée très forte des valorisations d'entreprises. Enfin, tant s'ils ont plus de revenus, si les minorités aux États-Unis Oui. ont plus de revenus, mais qu'elles n'ont plus les moyens de s'acheter leur logement parce que le prix Voilà. explose. Voilà. Et alors, les économistes, là, sont partagés, quoi. C'est assez intéressant. Il y a les économistes qui sont plutôt focalisés sur les questions des inégalités de revenus et des inégalités d'accès à l'emploi, donc qui considèrent que c'est une bonne idée, hein, et qu'il faut le faire en Europe. Et puis, il y a les économistes qui sont plutôt polarisés sur le problème des inégalités de patrimoine, hein, en disant que des inégalités de patrimoine, c'est très mauvais. Alors, pas seulement pour des raisons éthiques, c'est très mauvais pour la croissance. Parce qu'à nouveau, les classes moyennes peuvent plus se loger, parce qu'il y a peu d'individus qui concentrent toute la richesse et on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Ça n'est peut-être pas très efficace comme utilisation. Et donc, voilà, il faut comprendre que cette politique qu'on a jugée comme étant très attrayante, hein, pour ses effets sur la productivité, sur le chômage, sur les salaires, crée des inégalités de patrimoine qui peuvent être considérables. Et ça, c'est une vraie question. Et la BCE s'interroge, on finit là-dessus. Et la BCE s'interroge et la BCE, à la fois nous dit que c'est une politique intéressante et à la fois nous dit qu'elle s'inquiète de ce qui pourrait se passer avec les prix de l'immobilier. D'autres dilemmes à venir pour la BCE. Merci Patrick. Merci David.